Bienvenue, docteur Hachem Thial. Bienvenue, c'est Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychanalyste. On va démarrer avec l'actualité parce qu'on va essayer essentiellement parler des libertés individuelles, tout ce qui fait débat au sein de la société depuis plusieurs semaines. Mais peut-être revenir avec l'actualité du jour sur la condamnation, les condamnations en tout cas qui sont tombées hier soir. Oui. Vous en pensez quoi, vous, en tant que citoyen, en tant que psychiatre, en tant que psychanalyste? Oui. En tant que citoyen et en tant que médecin, je crois que c'est une décision de justice. On n'a pas à en discuter. Je crois que j'ai beaucoup de respect pour la justice en général, pour ne pas donner d'avis par rapport à cela. Par contre, ce qu'il faut quand même dire, c'est que si la justice, si les juges ont appliqué la loi, ils l'ont appliquée, mais le problème n'est pas un problème de ce qu'ont fait les juges, qu'est-ce qu'ils ont décidé, c'est un problème de loi. Les juges n'ont fait qu'appliquer la loi. Le problème est un problème de loi. La loi est quelque chose qui, par définition, est dynamique. Une loi dans un pays, toutes les lois sont appelées à s'adapter. C'est pas quelque chose de figé. C'est jamais quelque chose avec son temps. Par définition, une loi n'est pas figée. Elle doit être réfléchie, elle doit être repensée et adaptée aux exigences de la réalité. C'est l'homme qui a posé ces lois. Et cet homme qui a posé ces lois, à un moment donné de l'histoire d'un pays, est appelé à la revoir à travers ce qui se passe, à travers une actualisation de cette loi. Cette loi pose problème. Elle pose problème à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a une consultation il y a 3 années sur la demande de notre souverain pour essayer de réfléchir là-dessus. Donc l'illégalité de l'avortement et pouvoir statuer pour absolument, parce que là il y a une information. Alors il y a quelque chose qui bloque. C'est une décision de justice respectable par essence, mais c'est une décision de justice qui a fait mal à tout le monde, qui fait mal à beaucoup de gens. En tout cas, autour de moi, les gens sont décontenancés, sont très mal par rapport à cette décision de justice, parce que je crois qu'ils la comprennent pas. Il y a une incompréhension de ce qui s'est passé. Parce que mais est-ce qu'ils sont aussi conscients de ces articles, en fait, de ces dispositions juridiques qui existent dans le code pénal? Tout le monde ne le sait pas. Je crois qu'il y a une information qui passe mal. Je crois que quand une décision de justice est à ce point entendue par beaucoup de gens et est sujette à interrogation, à caution, ça veut dire qu'elle interpelle le citoyen. Elle interpelle tous les citoyens lambda, parce que tout le monde peut être exposé à cette situation et on ne la comprend pas. Le citoyen ne la comprend pas. Nous demandons de l'information, nous demandons à comprendre. Parce que qu'est-ce qui est véhiculé comme message? Ce qui est véhiculé comme message, c'est que un médecin, un jour, a vu une patiente en sang rentrer dans son cabinet, il a agi en son âme et conscience, il a essayé de sauver cette patiente et il a provoqué un avortement parce qu'il n'avait pas d'autre choix pour sauver cette patiente. Et ce monsieur, s'il n'avait pas fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait été passible d'autres sanctions judiciaires pour non-assistance à personne en danger. Donc c'est le marteau et l'enclume. Si ce n'est que la justice, elle, considère qu'il y a eu avortement illégal et que ce médecin-là, en l'occurrence un gynécologue de Rabat, aurait pratiqué cela depuis plusieurs semaines. Mais simplement de se dire, de là effectivement du commentaire de la décision de justice, est-ce qu'on ne peut pas être effaré de la méconnaissance des citoyens de ces dispositions juridiques aujourd'hui? Une fois de plus, tout le monde doit être, nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qu'on dit. Est-ce que là-dessus, on a l'impression aussi, vous dites, ce fort mécontentement, y compris autour de vous, on le voit sur les réseaux sociaux, mais le vrai sujet, il est sur le contenu de ces lois, l'existence de ces lois, plutôt que le contenu, c'est que, vous savez, il y a des associations qui montent au créneau et qui depuis des années se battent pour simplement que le citoyen sache de quoi il s'agit, se battent pour que le citoyen sache que tous les jours, il y a des avortements clandestins au Maroc, il y a ceux qui se font chez des médecins, certainement, il y a aussi ceux qui se font pas chez des médecins. Tout le temps, il y a des bébés qui viennent au monde parce que la maman n'a pas pu avorter de ces bébés et avec des conséquences gravissimes sur la santé physique et psychique.
Tous les jours, il y a cela. Il faut quand même pas l'oublier. Ne nous voilons pas la face. Ce sont des réalités. Et il faut qu'on fasse face à ces réalités. Il faut les voir et leur apporter des solutions. Et c'est là où nous interpellons ceux qui nous représentent, à savoir les élus, les élus, pour ouais. essayer de tenir compte de cela et d'arrêter de se voiler la face et d'apporter des réponses à ce que ils sont censés apporter comme réponse aux On va aller voir aussi, parce problèmes. qu'au niveau, également, je pense qu'il y a un travail aussi informatif et pédagogique au sein des différents pans de la société. Mais simplement, vous, en tant que citoyen, le fait que les politiques soient embarrassés, ne soient pas encore prononcés, il y a des amendements de différents articles du Code pénal qui devaient être remis avant le 20 septembre, il y a eu un report qui a été fait, donc on voit bien qu'il y a une situation un peu, en tout cas de la part des partis politiques, qui est, voilà, ils ont beaucoup de mal à se prononcer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, oui, ils ont beaucoup de mal à se prononcer, comme dans beaucoup d'autres choses, comme dans beaucoup d'autres choses. Et mon regret en tant que citoyen, c'est que je ne participe pas, moi, le citoyen lambda, à la réflexion. Je pense que beaucoup de gens, qui peuvent participer à ces réflexions, qu'on fasse appel à ceux qui pensent. Il faut qu'on redonne sa place à la pensée, à la réflexion. Il y a des gens qui sont capables d'apporter, sans pour autant qu'ils soient dans des partis politiques, sans pour autant qu'ils soient au Parlement, mais créer indépendants, en fait, de réflexion indépendante. Créons des espaces de réflexion et ces espaces de réflexion dans lesquels les gens sont prêts à s'investir contre rien, simplement par esprit citoyen. Nous, il y a un énorme pan de la société qui veut faire avancer notre Maroc. Nous aimons ce pays. Il y a notre pan qui ne souhaite pas que, en tout cas sur ces terrains-là, les choses avancent. C'est aussi la réalité. C'est aussi la réalité, mais c'est aussi le propre de toute société. Toute société, on se doit de réfléchir dans des débats contradictoires. Il faut qu'on débatte. Nous ne débattons pas dans notre pays. Il faut qu'on débatte, qu'on se confronte à la réalité, qu'on se confronte à la vie de l'autre, qu'on apporte quelque chose. Et c'est à travers le débat que l'on peut construire. Et le débat contradictoire. Nous ne devons pas être tous pareils. Si d'autres personnes ne le souhaitent pas, nous devons nous souhaiter et faire avancer les choses. C'est dans le respect de la position de l'autre et que l'autre respecte notre position que l'on peut faire avancer. Mais ce n'est pas dans le refus du débat. Vous pensez que c'est le bon moment aujourd'hui, avec cette affaire, avec cette condamnation, avec c'est toujours le bon moment. Vous savez, le propre de l'humain, c'est quoi? Le propre de l'humain, c'est la parole. Et je milite depuis des années pour le fait de redonner sa place à la parole dans notre société. Nous oublions que parler fait de nous des humains et que sans parler, nous ne sommes plus des humains. Nous devenons... Parler sans rien dire ou parler sans responsabilité, parler en tout azimut, parler pour donner du sens. Parler dans un cadre particulier. Si nous avons un thème à développer, nous pouvons parler de ce thème et apporter une certaine manière de voir les choses. Nous ne vivons pas seuls et nous ne savons pas tout. Et c'est en mettant ensemble nos capacités à penser que nous pouvons produire. C'est pas en pensant chacun de son côté. Il faut la maturité d'une société, c'est aussi ça. Le développement d'une société, c'est aussi ça, c'est de pouvoir mettre en commun nos ressources. C'est un réfléchissant ensemble. Justement, le développement de la société, de toutes les sociétés, y compris d'ailleurs, et notamment la nôtre. Est-ce que doit être porté, selon vous, par des minorités et des minorités dites agissantes, ou c'est la majorité en fait qui imprime le tempo? Vous savez, beaucoup de choses ont avancé à travers des minorités. Ça veut dire que la minorité, on lui fait pas la guerre. Si la minorité pense autrement que la majorité, ça ne veut pas dire que cette minorité ne sait pas ce qu'elle dit. Il faut prendre en compte, je crois, l'avis des minorités. Il peut être important. Vous savez, il y a quelques années, en Europe, les Verts n'avaient pas droit de citer. Et les Verts sont en train de passer en force, sont en train. Maintenant, on revendique leurs revendications pour faire avancer les chiffres au niveau des élections d'autres partis qui n'ont rien à voir avec ça. Donc les minorités comptent, ne faisons pas comme s'ils n'existaient pas. Mais comment on fait pour concilier minorité et majorité sur ces sujets-là, compte tenu qu'il y a des positions, j'allais dire, tranchées, de dire d'un côté droit à la vie, nous, au nom de la tradition, croyance, spiritualité, valeurs... Tout cela fait partie des éléments dont on doit tenir compte dans la réflexion. Évidemment qu'il y a plusieurs angles d'attaque d'un problème, surtout des problèmes sociétaux profonds, et il faut les attaquer sous plusieurs angles, et c'est encore une fois avec la possibilité de mettre en commun nos manières de penser les choses, que nous pouvons faire
faire avancer les choses. Si nous campons chacun de son côté dans une rigidité de fonctionnement qui ne donne pas droit à citer à l'autre, nous passons à côté de l'essentiel. Nous ne sommes plus des êtres humains civilisés. Oui, mais faire du commun, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, compte tenu qu'il y a une fois de plus, il y a des croyances, des identités, je dis bien des identités islamiques, traditions et us et coutumes qui sont là, qui disent il y a moi pas de concession là-dessus, et tout ce que vous dites vous, c'est-à-dire les venant des minorités, y compris avec ce manifeste hors la loi, ça c'est quelque chose qui vient de l'Occident, ça a été envoyé de Paris, oui. Donc on a l'impression qu'en fait c'est un dialogue de sourds. Et que les choses sont complexes, ne serait-ce que pour les mettre en commun. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas si compliqué que ça, à mon sens. Je crois que il faut arrêter avec ce discours complètement en dehors de la réalité, qui est c'est l'Occident qui nous apporte. C'est l'Occident qui nous apporte. Il y a pourquoi? Parce que on efface la capacité de l'individu à pouvoir exister pour ce qu'il est. Il y a une conscience de l'humain qui se construit à travers ce qu'il vit. Quand je viens au monde, je n'ai rien dans ma tête. Et petit à petit, step by step, je me construis une certaine idée de moi et du monde. Alors ensuite, que je l'apprenne sur l'Occident, sur l'Orient, sur l'Asie, c'est mon problème, c'est ma liberté de penser, comme dit la chanson. Et ensuite, ma liberté de penser, je la confronte à la liberté de penser à l'autre. Ce n'est pas si problématique que ça, contrairement à ce que l'on pense. Sauf quand on veut l'imposer. On ne peut pas imposer. Il faut arrêter avec cette histoire d'imposer. Imposer, c'est casser le bien le plus précieux de l'autre, à savoir sa liberté. Et vous savez, l'histoire nous a démontré que l'humanité ne pouvait avancer qu'à travers une revendication de sa liberté. Et Hegel, le premier, les grands penseurs ont mis en avant cela. Il y a une liberté de penser qui détermine le niveau de civilisation d'une société. Et donc, notre liberté de penser, ça veut dire qu'on va rien imposer à l'autre, mais on va essayer de persuader l'autre du bien fondé de ce que nous pensons, et c'est la mise en commun de nos positions contraires et contradictoires et respectueuses de la position de l'autre qui pourra faire infléchir la position de chacun et faire avancer le débat. Le débat d'idées et le débat contradictoire, comme vous l'avez signalé. D'ailleurs, c'est l'ADN de l'info en face. Mais est-ce que lorsque d'un côté majorité d'opinion et en matière de population, l'avortement est perçu comme avorter, c'est tuer, une relation sexuelle hors mariage, même si c'est entre personnes consentantes et adultes consentants, c'est de la débauche. Vous savez, il y a des mécanismes défensifs à l'échelle d'un individu. Et il y a des mécanismes défensifs à l'échelle d'une société. La société, comme un humain, vous savez, la société, c'est comme un couple. Un couple, c'est une unité. C'est pas deux personnes, c'est la mise en commun de deux inconscients qui va déterminer l'existence d'une entité nouvelle avec ses propres mécanismes de fonctionnement et avec ses propres mécanismes défensifs. Une société, c'est un énorme couple, c'est un énorme groupe, en fait, qui a ses propres mécanismes défensifs et qui sont analysables. Et il faut les analyser. Ça, c'est les psychanalystes que je suis qui parlent. Il faut les analyser parce qu'ils sont essentiels. Et un des mécanismes défensifs essentiels de la société marocaine, c'est le déni. C'est ne pas voir. Et nous refusons de voir. Et en plus, c'est entretenu, du fait même de ce déni, par une communication qui ne se fait pas autour de cela. On ne veut pas voir des réalités. On ne veut pas voir que le Marocain que fait l'amour avant le mariage de manière tout à fait habituelle et standard. C'est une réalité. C'est-à-dire, tout le monde le sait, beaucoup le font, mais personne ne veut le reconnaître. C'est ça, en clair. Personne ne veut en entendre parler. Je préfère cette phrase-là. Personne ne veut en entendre parler. Ça existe, oui, nous le savons tous, mais nous ne voulons pas en entendre parler. L'avortement, l'association à laquelle je faisais référence tout à l'heure, qui parle de 800 avortements. Entre 600 et 800 avortements au jour. C'est énorme. Là aussi, on ne veut pas le voir. Ce sont des réalités. Mais là, ça a l'air d'avancer sur l'avortement, même si ça fait 3 ans effectivement que c'est dans les tiroirs, parce qu'il y a un projet de loi qui a été validé en Conseil des ministres, Conseil de Gouv, et puis ça devrait être validé là. Mais est-ce que pour vous, il faut dissocier, vous disiez sur la sexualité, le déni, est-ce qu'il faut aussi dissocier
liberté sexuelle hors mariage et cette notion de l'avortement illégal. Vous savez, je serai un citoyen marocain heureux quand on commencera à faire face. Les Anglais disent to face, faire face aux problèmes. Il faut qu'on arrive à voir les choses. Il faut qu'on arrive à voir la réalité dans laquelle on est. Il faut qu'on arrive à voir les dérives dans lesquelles on est. Il faut qu'on arrive à voir ce qui se passe au niveau de notre enseignement. Il faut qu'on arrive à voir ce qui se passe au niveau de notre santé. Il faut qu'on arrive à voir. Si on ne voit pas, on ne cherche pas de solution. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles beaucoup de problèmes n'ont pas été solutionnés dans ce pays. Et on se demande jusqu'à quand, parce qu'il faut qu'on arrive à faire face à la réalité. Il faut une analyse de la réalité de la situation. Il faut faire le point sur ce qui se passe à tous les niveaux, et ne serait-ce que par rapport à la société. À quelle société appartenons-nous? Qui sommes-nous? Question existentielle profonde. Un Marocain, c'est quoi quelle est la culture du Marocain? Alors là, c'est une grande question. À quelle culture appartenons-nous? Vous savez, qu'est-ce qui fait de nous des Marocains? Est-ce que c'est parce que nous sommes musulmans ou parce que nous avons une certaine architecture qui date de nos ancêtres? Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait de nous les Marocains? Il y avait un récent sondage où, en tout cas par rapport aux populations qui avaient été sondées, qui êtes-vous, qui considérez-vous être? C'était c'est musulman qui est sorti. Un Marocain, c'est musulman qui était sorti. Mais oui, c'est tout le problème. C'est tout le problème. On ne sait pas qui nous sommes et nous ne débattons pas. Mais c'est aussi un point d'ancrage, c'est aussi un point, j'ai envie de dire, d'identité. J'ai envie de savoir à quelle culture j'appartiens. Et ça, si je ne réfléchis pas à ce problème sociétal majeur à mon sens, je ne pourrai pas me sentir j'ai besoin d'appartenir, le droit d'appartenance. J'ai besoin d'appartenir à un référentiel commun. Dans quoi est-ce que nous sommes communs? C'est quoi la marocanité? Je me sens très marocain. Vous savez, je suis rentré au Maroc après avoir eu toutes les avances possibles, imaginez, pour que je reste en France, pour servir mon pays, parce que je me sens appartenir à ce pays. Je suis citoyen marocain dans l'âme, au plus profond de ma chair. Mais j'ai besoin je m'interroge, j'ai besoin qu'on s'interroge au niveau de tout le monde, au niveau de la société en général, sur qui suis-je? Qui suis-je? À quel référentiel j'appartiens? Au débat, est-ce que vous, en tant que citoyen, en tant que médecin, psychiatre et psychanalyste, docteur Hachem-Tial, vous êtes pour ou contre le fait qu'il y ait des ruptures? Pour dire, voilà, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines, condamnation, tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui a été porté, parce que les militantes et les militants portent ce combat pour les libertés individuelles depuis des décennies, ça date pas d'aujourd'hui. Rupture, ou on y va mollo, à dose homéopathique, compte tenu de notre fonctionnement culturel et social? Vous savez, il y a des éléments dans lesquels la rupture s'impose. Il faut qu'on soit, il faut qu'on soit courageux. Il faut qu'on arrête de lisser les choses et il faut qu'on ait le courage de notre pensée. Il faut qu'on ait le courage de ce que nous pensons, le courage de nos idées. Et passer à l'acte n'est pas forcément une mauvaise chose. Passer à l'acte fait réfléchir aussi autrement. Il y a évidemment des choses dans lesquelles on peut y aller plus doucement, mais les ruptures ne sont pas forcément une mauvaise chose. Les ruptures ne détruisent pas tant que ça. Quand j'acte quelque chose, ensuite, on voit en quoi est-ce que le fait que j'ai pu passer à l'acte a pu arranger ou ne pas arranger, mais sinon, il y a des fois où en ne passant pas à l'acte, nous ne faisons rien. Vous savez combien de choses ne sont pas faites parce que on attend la décision d'un conseil d'administration, alors que le responsable numéro 1, le président d'une association, peut et doit assumer la responsabilité d'un passage à l'acte, et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc tout c'est au cas par cas. Pour la rupture sur ces dispositions juridiques au niveau du code pénal, libéraliser, j'ai envie de dire, l'acte sexuel hors mariage, la question de l'avortement. Non, par rapport à cette question en particulier, je crois qu'il faut débattre. Il y a des questions dans lesquelles il faut débattre. Nous ne pouvons pas passer à l'acte comme ça, parce que moi je crois à une société marocaine dans laquelle une société participative, dans laquelle le citoyen marocain peut apporter, même s'il n'a pas fait 10 années d'études après son bac, il peut amener un certain nombre de choses à la réflexion. Mais où sont les débats à la télévision? Où sont les débats à la radio autour de cela? Où est-ce que c'est tout cela? Ça n'existe pas.
Nous ne Donc, faisons les débats, pas c'est-à-dire les débats contradictoires, pas d'entendre toujours les mêmes voix, Absolument. que ce soit la voix conservatrice ou la voix qui appelle à la modernité. Mais oui, le en termes débat de modèle. contradictoire n'existe pas. Et il faut que le citoyen entende un autre discours. Sinon, nous sommes en train de faire de la politique politicienne. Je crois que il faut arriver à faire entendre aux Marocains une autre voix, un autre discours. Il faut élever le sens critique du Marocain. Il faut aussi que l'école permette d'élever le sens critique du jeune Marocain et qu'il puisse entendre autre chose et qu'il puisse en faire quelque chose, cette autre chose. Donc ça veut dire que pour vous aujourd'hui, la balle est dans le camp de tout le monde, des politiques, des médias, de la société civile, des associations qui doivent chacun prendre la responsabilité, c'est ça? Oui. La balle est vraiment tout l'écosystème. C'est pas que le politique qu'il faut allumer en lui disant voilà, sois plus courageux, prends position, modifie ces articles La responsabilité du politique, c'est de favoriser cela, de créer les conditions, les conditions pour cela. Mais c'est il faut se sentir, disons, vous savez, il faut sortir de la logique de l'assistance. Vous savez, un gouvernement n'est pas là simplement pour nous assister. Et il est peut-être là pour nous aider, nous servir, mais on doit se sentir responsable. Vous savez, quand quelqu'un vient se plaindre auprès de moi, il me dit, moi j'ai ça comme problème, je lui dis, écoutez, créez une association. Qu'est-ce qu'il me dit en général? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui existe déjà? Non, il n'y a rien. Et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Non, c'est trop de responsabilités, c'est compliqué. Mais non, de Dieu, il faut quand même savoir que nous avons des responsabilités vis-à-vis de ce pays. Ce pays nous donne. Ce pays m'a donné, je le dis et je le revendique. Ce pays m'a permis de me développer, ce pays m'a permis d'avancer dans la vie et je me dois de donner chacun à sa place. Nous devons chacun de sa petite place de donner à ce pays. C'est comme ça qu'on le fera avancer, c'est pas en faisant porter la responsabilité à ceux qui nous représentent ou à ceux qui nous gouvernent. Ce manifeste hors la loi, est-ce que le docteur HMTL l'a signé? Est-ce que je manifeste? Non, je vais vous dire, par rapport à ces manifestes, c'est bien, mais pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le débat. On peut signer beaucoup de choses, mais quelle est la portée de cela? Au moins une portée symbolique. Une portée symbolique. Ça correspond à son référentiel. Il y a très peu de monde qui porte ces choses-là. Et les gens qui vont lire cela, ils savent tout cela, ils le savent. Mais il y a tout un énorme pan de la société qui ne sait pas. Et c'est à ceux-là que je m'adresse, c'est à ceux qui n'ont pas la possibilité de rentrer sur le net et de signer tout cela. C'est bien de le faire. Mais moi, disons, ma revendication, elle est ailleurs. Pour vous, le combat est ailleurs. Le problème se complète par autre chose dont on ne peut pas faire fi. Et vous, en tant que psychiatre et psychanalyste sur la sexualité tabou, vous l'avez dit, il y a toujours un déni. L'apprentissage de la sexualité, lorsque une des initiatrices, en tout cas de ce manifeste, pour la loi, fait cette déclaration en disant il est inconcevable qu'un jeune Marocain, qu'une jeune Marocaine ne puisse pas vivre une sexualité avant de se marier. Que ça peut être désastreux psychologiquement, mentalement. Est-ce que vous confirmez cela? Oui. Vous savez, l'humain, quand il se construit, il se construit à travers des renoncements. Parce que depuis le début de l'existence de l'humain en ce bas monde, on s'est construit à travers des renoncements progressifs et entre autres, on s'est construit à travers des renoncements à la réponse à nos pulsions, en particulier pulsions d'agressivité, pulsions de mort, pulsions sexuelles. C'est pour ça que j'en parle. Et donc ce renoncement est très intéressant parce que c'est dans le renoncement qu'on développe à travers la sublimation la capacité à créer, la capacité à s'adapter, l'intelligence. On crée beaucoup de choses. Alors, je le dis en ces termes-là pour dire que c'est bien de pouvoir renoncer, mais il faut aussi savoir que il y a des choses qui font partie de la vie. Et la vie sexuelle fait partie de la vie. Actuellement, il est évident qu'on ne peut pas considérer qu'un jeune ne va pas vivre sa vie sexuelle. Il va tout faire pour la vivre parce que même s'il a renoncé à beaucoup de choses, il y a des pulsions qui existent encore, qui sont encore là et auxquelles il va chercher à répondre par la force de Dame Nature, c'est Dame Nature qui fait ça. Il la dompte, c'est là où je parlais de renoncement, il la dompte, il n'est pas dans la réponse à la sexualité, dans quelque chose d'effréné et de complètement fou comme on le fantasme, mais on est dans une situation dans laquelle il doit vivre. Et pourquoi est-ce qu'il doit le vivre? Parce que ce sont des expériences par lesquelles il doit passer pour construire
sa personnalité, pour construire sa vie sexuelle. La vie sexuelle fait partie de la vie. Quand on fait comme si elle n'existait pas, on ne donne pas la possibilité à cet individu de se construire. Oui, la sexualité fait partie de la vie. Elle doit être vécue. Comment? C'est une autre histoire, c'est une histoire à débattre. Si elle n'est pas vécue comme elle devrait être vécue, en tout cas par rapport à, enfin, en tout cas les citoyens adolescents à travers le monde, est-ce qu'il y a une dimension psychologique qui est conséquente, c'est-à-dire évidemment, parce que très souvent, vous savez comment on dit, ouais, alors on est une société schizophrène, on est ci, on est là, il y a une espèce de dérèglement psychologique et mentaux. Est-ce que pour vous, voilà, c'est quand c'est pas vécu pleinement, à l'âge où ça doit être vécu, est-ce que quid de l'impact sur la dimension psychologique? La question, elle est, qu'est-ce qu'on fait de nos frustrations, hein? Qu'est-ce qu'on fait de nos frustrations? Quel est l'impact de nos frustrations sur la construction de notre personne? C'est pourquoi je le dis en ces termes, c'est pour ne pas généraliser chez tout le monde. L'impact n'est pas le même. Mais le fait de vivre des frustrations en permanence, quelqu'un qui est pubère à l'âge de 14 ans, 15 ans, et qui doit attendre l'âge de 30 ans pour vivre sa vie sexuelle, je suis désolé, mais il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il va faire de 15 ans, 15 années de frustration permanente? Alors, qu'est-ce que disent certains? Il faut qu'il se rattrape dans la lecture de textes divins ou dans des choses comme ça. Mais faut pas, là aussi, il faut pas se voiler la face. Ça peut aider peut-être certaines fois, mais ça ne va pas aider en permanence, ça va pas aider à tout le monde. C'est quand même là aussi des réalités. Il faut ne pas se voiler la face. Il va y avoir des frustrations quand on ne les vit pas, avec des impacts sur la vie sexuelle à venir, sur la construction de la personnalité. Évidemment, ça fait partie. Alors, qu'est-ce qu'il faut laisser les choses comme ça? Le psy que je suis ne peut pas être d'accord avec le fait de laisser les choses comme ça. C'est-à-dire aussi que quand on vit pas sa sexualité pleinement lorsqu'on est adolescent et qu'on doit attendre l'âge du mariage, est-ce que là aussi il y a un impact dans la vie de couple et dans la vie sexuelle évidemment, du couple, dans le sens où je vois de plus en plus, enfin, en tout cas de couples qui malheureusement vivent des choses difficiles, parfois se séparent, et de plus en plus avec des enfants. Je vais dire les choses simplement et crûment. Il y a des choses qui, quand elles ne se construisent pas en certains âges, ne pourront jamais se construire. Hein, il y a des plaisirs dans la vie sexuelle qui, quand ils ne sont pas initiés tôt dans la vie, ils ne pourront plus jamais l'être. Et il y a des personnes qui ne vivront jamais une vie sexuelle épanouie parce que le moment où des choses pouvaient se construire dans la sexualité, ils l'ont pas vécu parce que c'est venu trop tard. Et on se retrouve avec des gens qui n'ont jamais d'orgasme. On se retrouve avec des gens qui ont des problèmes avec leur éjaculation précoce. On se retrouve avec des gens qui vivent une vie sexuelle malade toute leur vie durant parce que ce qui devait se passer en certains jeunes ne s'est pas passé. Bon, ils font avec. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Par rapport à tout ce qui se passe, je suis quelque part un utopiste et je rêve d'un Maroc utopique. C'est important d'avoir les utopies. Oui, je rêve d'un Maroc utopique. Je rêve d'un pays dans lequel on arrête de ne pas voir. Je rêve d'un pays dans lequel on se confronte au réel, qu'on analyse et auquel on trouve des réponses. Je rêve d'un pays dans lequel on se sent bien et en sécurité. Je rêve d'un pays dans lequel on sent qu'on peut apprendre, dans lequel on sent qu'on peut créer, dans lequel on sent qu'on peut étudier, dans lequel on sent qu'on peut se développer. Je rêve d'un pays dans lequel qu'on n'a pas envie de quitter. Je rêve d'un pays qui arrive à retenir ses enfants, qui ne veulent surtout pas partir ailleurs, parce que c'est au Maroc où ils vont pouvoir développer leurs compétences, où ils vont pouvoir participer au développement de ce qu'il est. Je rêve de tout ça et je rêve aussi que tous les Marocains aient une utopie similaire à celle-là. C'est que, comme ça, à mon sens, qu'on pourra appartenir à ce pays et le faire avancer en étant les acteurs et les initiateurs de ce que doit être ce pays, parce que ce pays doit être et ne pourra pas être. C'est un modèle inévitable, me semble-t-il, une direction qui sera prise inévitablement. C'est peut-être qu'une question de temps, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à régler. Il y a des populations, il y a des modèles de pensée, des écoles de pensée, donc il va falloir aussi réguler un petit peu tout ça et faire en sorte que qu'on devienne un petit peu une société homogène, me semble-t-il. Homogène, pour prendre cette direction-là tous ensemble, main dans la main. Homogène, ce n'est pas possible. Il faut une société qui se retrouve dans certains fondamentaux. Hein, il faut qu'une société puisse se retrouver dans certains. Il faut que quelque chose fasse lien. Et vous savez, c'est le lien qui fait la société. Hein, c'est le lien qui fait la société. La civilisation, c'est ça. Hein, la culture, c'est ça. La culture, c'est ce qui fait aussi lien. La culture, c'est ce qui fait que nous pouvons produire. C'est ce qui fait que nous pouvons créer et produire autour de quelque chose de commun et qui fasse lien. Il faut qu'on arrive à faire lien. Il faut qu'on arrive à penser les choses comme ça et qu'on donne la possibilité à ce que la parole permette cela. Hein, redonnons
à la parole sa vraie place, et pour que un lien puisse exister, des liens puissent exister, pour ne pas justement nous aliéner à n'importe quoi, nous aliéner à un passé qui fait rêver, mais qui peut aussi impacter négativement ce que nous sommes. Pensons à un avenir. Vous pensez au protectorat? Au protectorat et pas seulement. Pensons à un avenir commun, pensons à des priorités différentes, pensons à pouvoir nous retrouver autour de projets communs. Soyons utopistes. Soyons utopistes. Et juste des dernières petites questions, docteur, sur les... nous sommes à l'aune de la construction de nouveaux modèles de développement, et développement sociétal, valeurs, principes communs. Est-ce que vous êtes prêt à y contribuer? Est-ce que vous comptez y contribuer? Est-ce que, voilà, et comment vous voyez un petit peu la chose, un petit peu dans ce sens? Parce que là, ça tombe, voilà. Il n'y a pas que le développement économique, il n'y a pas que le développement social, même si la dimension sociétale en fait partie. Ouais, on en est là aujourd'hui, quoi. Faut surtout pas. Il va falloir construire un bien commun. Oui. Vous savez, je parlais d'utopie, et pour conclure peut-être, ça vient à point nommé, parce que ce qu'on est en train de dire là, il ne faut pas que ça devienne une idéologie du développement. Une idéologie du développement, ça veut dire prendre en ligne de compte des considérations économiques, et rien que économiques, économie de marché et autres. Si on rentre là-dedans dans des choses idéologiques, on ne va pas faire avancer les choses. Je crois que la dimension utopiste est à mon sens encore plus éclairante, sans exclure le modèle de développement. Un modèle de développement doit exister, mais dans sa globalité. Il y a un problème sociétal au Maroc qui doit être réfléchi. Il y a des sociétés multiples et diverses dans notre pays. C'est très enrichissant, à condition qu'on en fasse quelque chose de cette différence, et que cette différence on a l'impression qu'elle nous éloigne de plus en plus, qu'elle puisse nous assembler. Parce que la différence peut assembler, à condition qu'on y réfléchisse et qu'on en fasse quelque chose, ce que pour l'instant on ne fait pas. Ce qui parfois nous éloigne doit nous rassembler. Doit nous unir par certains de ces aspects. Et non pas le contraire. Vous savez, ce que j'apprends des gens qui n'ont pas fait d'études est un enrichissement dans mon cabinet permanent. Je vous assure que je comprends des choses tous les jours à travers des gens qui n'ont pas étudié. C'est pas que les études, à travers des gens qui sont très différents de moi, qui viennent de régions multiples et diverses du pays. C'est une très grande richesse, mais à la condition qu'on puisse encore une fois réunir cette richesse et en faire une richesse globale qui va enrichir le pays et lui donner les piliers nécessaires pour avancer. C'est possible. Vous savez, en une génération, ça peut se faire. Ce n'est pas du rêve, c'est de l'utopie. Vous savez, l'utopie est quelque chose qui est réalisable, par essence. L'utopie se construit à partir d'une analyse du réel. Où est cette analyse du réel? Si on l'analyse maintenant, le ici et le maintenant peut permettre de construire cette utopie d'un lendemain meilleur. Alors, il y a des utopies qui partent, mais au moins, on en a tenu compte, on a essayé d'en faire quelque chose. On est un pays qui peut faire beaucoup de choses parce qu'on on a du sang neuf, on est nouveau dans l'histoire et le nouveau Maroc est quelque chose qui peut faire beaucoup de choses à la condition qu'on donne sa place à la pensée, au langage, à la réflexion, à ce qui fait un de nous et non pas à ce qui fait plusieurs. Et avec beaucoup de tolérance. Et avec beaucoup de... c'est le respect de l'autre. Si on ne peut pas être dans le respect de la position de l'autre, moi j'adore quand on vient me dire ce que vous faites c'est du n'importe quoi, ce que vous dites c'est du n'importe quoi, je remercie les gens. Ça me permet de penser, de réfléchir et de voir dans quelle mesure je peux apporter, encore une fois, à la construction d'une autre manière de voir, une autre manière de penser. Et c'est réalisable, c'est jouable. Il faut simplement s'en donner la possibilité, les moyens. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Docteur Hachem Thial, vous êtes le profil idéal pour venir ce matin, pour être là parmi nous aujourd'hui par rapport à toutes ces agitations sur les libertés individuelles, état des lieux, perspectives, puis à la lumière aussi de tout ce de cette condamnation, de tout ce qui a été, et de tout ce débat qui est sur la place publique, en tout cas qui tend à se développer sur la place publique depuis plusieurs semaines. J'espère y contribuer dans le calme et l'apaisement. C'est dans le calme et l'apaisement qu'on peut faire avancer les choses. Quand quelque chose nous fait mal, ça peut faire bouger beaucoup de choses. Et je crois qu'il faut savoir rebondir sur ce qui nous fait mal. C'est aussi ce qui fait de nous des humains et qui pouvons construire sur ce qui nous fait le plus problème. J'ose espérer que les choses vont se faire comme ça et que pas simplement dans cette problématique, dans beaucoup d'autres choses. Merci en tout cas à vous, docteur Hachem Thial, psychiatre, je le rappelle, psychanalyste et puis fondateur de la première clinique dans le monde arabe.
En Afrique. En Afrique, j'ai osé le faire, donc ça se fait. C'est une contribution, de psychiatrie. C'est une contribution au développement de mon pays. Là aussi, j'étais utopiste, j'ai osé le faire. Et je continue à avancer là-dedans. Je pense que chacun doit apporter à ce pays, encore une fois, de sa petite place. En tout cas, bravo à vous et encore merci et belle journée, docteur. Merci à vous aussi, Sélachid.